Conor McGregor est de retour. C'est une vanne, évidemment, puisque Conor McGregor est toujours porté disparu. Pour nous, fans de MMA, fans de l'UFC, non, c'est Michael Chandler qui va revenir. Michael Chandler revient contre Charles Oliveira, UFC 309, co-main event en 5 rounds. Les hommes s'étaient déjà affrontés en 2021, printemps 2021, c'était pour le titre lightweight, donc plus de 3 ans après, un peu plus de 3 ans après. Ils se retrouvent, toujours avec des enjeux importants, puisque Michael Chandler a changé de fusil d'épaule et est passé du money fight à la quête vers le titre pour lui, et donc c'est pour ça qu'il choisit d'affronter Charles Oliveira. Et puis du côté de Conor McGregor, c'est toujours un petit peu plus flou, et on a pas mal de théories avec Big Rusty sur la chose, et surtout pour Michael Chandler, finalement il est arrivé au bout de la théorie du bus. Quelle était donc cette théorie du bus ? C'est que si vous avez peu de temps devant vous, mettons une demi-heure pour aller jusqu'en centre-ville, et que vous habitez un petit peu en banlieue, et que vous avez une demi-heure de marche, mais qu'il est dit que le bus peut arriver d'une minute à l'autre, est-ce que vous attendez le bus mais en sachant que s'il n'arrive pas, en fait, vous êtes dans la merde, ou est-ce que vous partez à pied, comme ça vous êtes sûr de maîtriser vos horaires ? Voilà, Michael Chandler, un peu avec du retard, donc il aura du retard sur son cours de salsa ou je ne sais quoi, mais il prend le bus, ça y est. Il a choisi de prendre le bus, parce que quand vous attendez, c'est pas ce qui peut se passer. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Numéro 1, je ne pense pas, tu vois, que ce soit une mauvaise nouvelle pour Conor McGregor. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour Michael Chandler. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour Charles Oliveira. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui arrange tout le monde, cette officialisation de combat pour Michael Chandler. Je suis d'accord, c'est... De toute façon, comme tu n'as aucune garantie sur quand est-ce que Conor va devoir revenir, c'est vrai qu'au moins, là, il reprend. C'est pas comme s'il n'avait pas perdu de temps, mais c'est affronter Charles Oliveira maintenant pour Michael Chandler. Si tu gagnes contre Charles Oliveira, l'UFC n'aura aucun problème ensuite à te mettre directement pour le titre, effectivement. Donc, lui, là, ce que disait Michael Chandler, c'est que non seulement il n'a pas perdu de temps, mais qu'en plus, même s'il n'a pas eu le combat, il a bénéficié là pendant 2 ans, même sans combattre, de toute la publicité qui était autour de va-t-il combattre Conor McGregor, le Ultimate Fighter. Donc ça, je respecte. Le fait que Michael Chandler soit en mode que du positif et qui voit vraiment le verre à moitié plein et qui soit en mode j'ai fait 6 camps d'entraînement. J'ai été énormément mis en avant par l'UFC, ne serait-ce qu'avec la proximité du nom McGregor, etc. Et là, je reviens et c'est c'est vrai que tu te dis en 2 ans, s'il avait combattu, mettons tous les 4 ou 5 mois pendant ces 2 ans, on ne sait pas quel est le niveau actuel de Michael Chandler. Ça se trouve, il aurait perdu des combats. Ça se trouve, il aurait complètement descendu en termes de niveau et puis dans les classements. Là, il revient, mais vraiment littéralement comme s'il n'avait fait soit que des victoires, soit qu'il était resté, mais vraiment à ça du titre pendant ces 2 années. Donc pour lui, c'est vraiment effectivement, tu sens que l'UFC l'aime bien et tu sens que l'UFC a envie de le mettre bien et parce que là, il lui donne effectivement une position qui, pour lui, il a tout à gagner, quoi. C'est clair et c'est cool pour lui. Et comme il l'a dit, avant ça, il était particulièrement actif. Donc pour le coup, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis je trouve qu'il mérite ce combat contre Charles Oliveira. Charles Oliveira, situation un peu compliquée pour lui, parce que il est revenu contre Tsarukyan, il s'est incliné de peu, mais il s'est quand même incliné. Il a aussi besoin d'avoir une victoire et puis de confirmer un peu qu'il appartient toujours au gratin. Donc pour les deux, moi je trouve que ça a du sens. En plus, endroit iconique qu'est le Madison Square Garden, pour les deux, ça me va bien. Et la grosse question, évidemment, c'est quid de Conor McGregor. Et pour Conor McGregor, selon toute vraisemblance, on aurait un retour qui a été confirmé par Dana White, en tout cas c'est ce que Dana White laisse entendre, un retour de Conor McGregor début 2025, et donc il y a pas mal de questions là-dessus, notamment par rapport aux droits, parce que il y a 2 choses, il y a au niveau contractuel, au niveau des droits. Niveau contractuel, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est signé, c'était le cas par exemple de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, dernier combat qu'il fait à l'UFC, c'est en 2017.
il n'a pas pu aller en boxe contre Oscar De La Hoya en 2019, parce qu'à partir du moment où vous êtes avec l'UFC, vous avez fait votre dernier combat, même si vous prenez votre retraite, ça court pendant 5 ans, donc c'est que depuis 2022, mais 2022, son prime est largement terminé, donc il n'y a plus d'intérêt de faire un combat contre Khabib ou autre, donc ça y est, Georges Saint-Pierre est revenu à faire du grappling sur l'UFC Fight Pass avec l'UFC, enfin c'était prévu pour Georges Saint-Pierre. Pour Conor McGregor, on sait aujourd'hui que ses meilleures années sont assez loin derrière lui, il ne lui reste plus que 2 combats, 2 hypothèses. La plus probable, c'est qu'il re-signe à vie, on va dire, avec l'UFC, ou alors qu'il s'en aille. Mais l'UFC, évidemment, n'a pas envie que Conor McGregor parte, donc ce qu'ils vont faire, c'est essayer de repousser le combat de Conor McGregor. En plus, il y a cette question dans un podcast depuis supprimé qu'a soulevé Rusty, c'est la question des droits. Pourquoi la question des droits? C'est que l'UFC en 2025, ils vont négocier le futur endroit où tous les UFC seront diffusés. Soit tout ou partie des UFC, mais en tout cas, ça ne devrait plus être exclusivement sur ESPN, sauf si ESPN ralasse salement. Donc l'intérêt pour l'UFC, c'est de montrer, regardez, cette année 2025, on a tout cartonné avec 2 événements avec Conor McGregor, comme ça, vous allez voir Amazon Prime, Netflix Co, et vous dites, voilà, avec ce mec-là, on va vous rapporter tant d'abonnements, d'où l'importance de l'UFC, d'utiliser Conor McGregor à un moment comme ça, de la même manière. C'est pour ça aussi, vous allez voir Dana White, qui va se gargariser là, d'ici quelques heures, quand il dira, voilà, sans Conor McGregor, on a fait la plus grosse billetterie de l'histoire à la sphère, vous m'avez chié dessus pendant des semaines, mais voilà, on a fait 23 millions, alors qu'avant, la plus grosse billetterie, c'était au Madison Square Garden, 17 millions avec Conor McGregor, pour montrer qu'ils n'ont pas besoin de Conor McGregor pour faire des gros événements, et là aussi, ça rassure les investisseurs, ça rassure tout le monde. Donc voilà pour Conor McGregor, et là où moi je trouve que c'est pas une forcément, on va dire, mauvaise nouvelle pour lui, et c'est ce qu'il a dit, Conor McGregor, en marge du BKFC, puisqu'il est aujourd'hui actionnaire de cette organisation de boxe à main nue. En soi, il peut toujours affronter Michael Chandler, et je trouve que ça a même plus de sens pour lui, parce que s'il affronte le vainqueur de Michael Chandler, Charles Oliveira, même si je pense que c'est pas le plan de l'UFC, t'affrontes quelqu'un, tu vois, qui sportivement est toujours dans la discussion. Là, Michael Chandler, qui sortait d'une défaite 2 ans sans combattre, tu pouvais très bien avoir un truc où t'as affronté un mec qui est rincé. Là, au moins, t'affronteras un gars qui est de retour en activité. Ouais, c'est sûr. Et puis oui, que Conor McGregor, c'est l'avantage, c'est que pour lui, l'UFC de toute façon lui fera probablement tellement des ponts d'or que oui, même si lui il a pas combattu depuis 4 piges, ils vont lui faire une Stipe Miocic et ils vont lui donner, limite le champion direct, ils peuvent pas, mais voilà, ils lui donnent, comme tu dis, le gagnant. Il y avait aussi à la limite, pourquoi pas Dan Hooker, mais là maintenant qu'il y a ce combat qui est prévu entre Charles Oliveira et Chandler, en fait, c'est encore mieux pour Conor là de prendre le gagnant plutôt que Dan Hooker parce qu'il sera encore mieux placé. C'est littéralement, il prendra le gars qui vient de gagner le title Eliminator. Donc non, effectivement, c'est bien pour tout le monde sauf pour Conor. Lui, j'ai l'impression que l'UFC le faisait patienter tout le temps et le faisait attendre et l'utilisait vraiment. Là, le seul moment où, à la limite, où il peut se dire Conor, est-ce que j'aurais dû le prendre ou pas, c'est le combat malgré le fait qu'il ait eu l'orteil cassé. Parce que ça, je pense que c'était effectivement le moment, l'opportunité qu'il avait de enfin avancer un peu dans son contrat et avoir ce petit combat en plus. Mais il a décidé de ne pas le prendre. Je pense que l'UFC, ils ont dû être en mode, ça a dû les saouler de ouf parce que l'événement était prévu, etc. Mais dans le grand théâtre, et si tu prends tout en compte, je pense qu'il y a dû avoir des petits sourires quand même entre Harry Emmanuel et Dana White en mode bon, c'est pas mal comme ça, voilà, on repousse encore Conor McGregor et on peut l'utiliser à nos fins, en tout cas, les négociations, tout ça. Mais ouais. Non, Je sais pas trop ce que. Ouais. Moi, j'étais vraiment pour cette date. L'annulation de Conor, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que ça va laisser des traces parce que vous l'avez vu historiquement, et là c'était reparti pareil, les cartes de Conor sont quand même d'une pauvreté particulièrement abyssale, et là t'as tout ça. T'allais avoir un record de billetterie, ça allait vraiment être historique, et l'UFC s'est quand même retrouvé un peu dans la merde avec le forfait de Conor. Et là, moi, où je suis très curieux, c'est si retour de Conor il y a effectivement, comment vont être les fans? Parce que vous savez qu'à chaque fois, les places elles sont à 3000 balles. Pour Conor, tu payes. Pour Conor, tu payes ton billet d'avion. Pour Conor, tu payes ton hôtel. Là, avec en plus une blessure qui, en vrai, par rapport à ce que Conor a connu, mais on sait qu'il est à un moment différent de sa carrière, quand il y a eu la révélation, c'était assez décevant de se dire putain, le mec a pas fait le combat pour ça, même si au regard du style de Conor, tous les enjeux et tout, fallait qu'il soit à son max. Tu te dis, est-ce que le fan irlandais qui, auparavant, allait claquer 10 000 balles, là va se dire,
est-ce que je vais mettre tout cet argent pour un événement avec Connor? Parce que là, je sais que le mec, il suffit qu'il y ait un petit truc qui n'aille pas, il va pas tenir sa place. C'est ça où je me pose pas mal de questions, tu vois, vis-à-vis du ressenti du public. Et si même, ne serait-ce que l'engouement général, tu vois, que tu sois dans une situation un peu, je sais plus, c'était quel gars ou, oui, c'était avec Ramzat, où en gros, maintenant, avec Ramzat, on sait que tant que c'est pas le jour du combat et que le gars n'est pas dans la cage, bah là, il y a Whittaker qui a annoncé. Je ressens rien parce que, enfin, je veux dire, même les cotes de Paris, on en avait parlé, il y a plus de probabilité. La cote la plus sûre, c'est que Ramzat ne combatte pas. Donc c'est un peu dur de s'engager quand vous êtes fan, quand il y a un mec qui régulièrement ne peut pas tenir sa place. C'est là où je m'interroge et donc, pour Connor Rust, là où moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, je pense que l'UFC ira vers Connor Dustin Poirier. Bah, parce qu'en fait, en réalité, Conor Dustin Poirier, potentiellement Conor Nate Diaz, en vrai. J'irais plutôt vers Dustin. Moi, ce que je me dis, c'est l'UFC, ils vont se dire Dustin, et Dustin qui a retweeté aussi ça, il lui reste un combat, là il veut faire son petit combat d'adieu. Service rendu en vrai à la société, il est toujours bien classé. Il gagne, bon bah c'est un départ magnifique, t'enterres ton héros, ton plus grand rival les poches pleines. Connor gagne. Pour Connor, c'est parfait parce que tu bats quand même un gars qui a fait un super combat contre Islam Makhachev, qui est toujours en activité. Je veux dire, enfin, on demandait à tout le monde littéralement. Dustin Poirier, c'est le roi sans couronne ultime. Pour moi, ça coche vraiment toutes les cases et en plus, pour l'UFC, ce qu'ils adorent, c'est qu'il y a vraiment une histoire entre les deux qui est particulièrement sale. Donc Ah bah oui. ça te permet de facilement vendre ton petit lot de pay-per-view. Et puis t'as aussi ce côté que, comment, pour moi, l'avantage de ce combat-là, c'est que tu peux avoir une rédemption pour Conor McGregor qu'il n'y avait pas avec Michael Chandler. La fin de Dustin Poirier, c'est ils vont jouer là-dessus, le mec qui a cassé la jambe de Conor McGregor, qui lui a fait être à ça de la retraite. Donc, en vrai, moi j'y crois à ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, puis non, bah, disons qu'en plus, par rapport à Nate Diaz, il y aurait la trilogie, donc ce serait bien parce que là, ils sont à une victoire chacun, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus cinématographique de pouvoir dire effectivement Connor revient et il veut la vengeance contre le mec qui l'a brisé, grosso modo. C'est vrai que c'est beaucoup plus vendeur et c'est vrai que s'il y avait à choisir un combat entre les deux, même si Nate Diaz a gagné son dernier combat contre Jorge Masvidal en boxe anglaise, et donc qu'il est quand même sur une dynamique, c'est vrai que c'est pas la même dynamique qu'un Dustin Poirier qui grattait les sommets il y a encore quelques mois. Donc ça, plus le fait qu'il lui a pété la jambe, le fait qu'il l'a mis KO dans le combat juste avant, mais ouais, ça s'écrit tout seul. Ah, ça s'écrit tout seul. Et puis peut-être petite wildcard, ça c'est juste, je me questionne juste par rapport à ça, c'est parce qu'on voit qu'il y a aussi Justin Gaethje qui est un petit peu en embuscade. Il y a aussi une histoire de Justin Gaethje, Dustin Poirier, donc pourquoi pas faire la trilogie entre deux, ce qui serait plus simple pour l'UFC parce que il y a aussi tout ce truc-là avec Conor et c'est pour ça que vraiment, je suis très curieux de voir ce que l'UFC va faire, mais il y a vraiment ce besoin, on sent de la part de l'UFC de le faire vraiment rentrer dans le rang en mode t'es un combattant comme les autres, tu vois. Donc s'il Ouais. revient et qu'il lui accorde en vrai Dustin Poirier, qui serait encore mieux en termes de, enfin je veux dire, financièrement, en termes de classement, tout est mieux que Michael Chandler. Donc quelque part, tu donnes un peu raison à Conor McGregor de dire, putain, tu nous as fait galérer machin, on te file Dustin Poirier quand tu reviens. Ils ont envie de le faire galérer un peu, tu vois. Donc je me dis, ils peuvent très bien le mettre, comme tu l'as dit, Dan Hooker, pourquoi pas. Enfin, un espèce de mec comme ça, ou même Nate Diaz, parce que Nate Diaz, pour moi, ce serait parfait pour l'UFC. Parce que l'UFC, l'avantage de Nate Diaz, Conor perd. Bon bah là, Dana White peut vraiment dire, bon bah, franchement, Conor c'est mon ami, mais là, il est grand temps de raccrocher en vrai. Si Ouais. Conor gagne, en mode, le gamin il est bon, mais bon, c'était Nate Diaz, là on va le remettre contre un mec qui est bon. Donc l'avantage c'est que ces deux combats sur le deal, bah tu peux un petit peu étendre Ouais. ça et te dire, bah mec, tu mérites pas un combat pour le titre après Nate Diaz. Donc très curieux de voir contre qui ils vont le mettre, mais moi j'espère vraiment Dustin Poirier parce que Dustin il mérite d'avoir cette Rain Panties Night, il peut vraiment gagner le combat aussi. Connor, on l'a dit, hein, enfin bon. S'il revient avec... mais personne n'y croit, ça pourrait être intéressant. Non. Vas-y. Mais en plus là, donc ça repousse, bah, c'est ce que disait Dana White, mais on ne reverra Connor probablement que effectivement dans début 2025, donc ça veut dire dans peut-être 5 mois, tu vois, un truc comme ça, 5 6 mois. C'est Ouais, mais vraiment, ça n'en finit plus quoi cette histoire. ça n'en finit plus, mais c'est ce que disait Ariel Elwani. Le problème, c'est que l'UFC aujourd'hui, ils ont tellement
des dates qui sont déjà bookées à l'avance où tu sais ce qu'il y a. Et Ouais. en gros, si t'ajoutes Connor, le problème, Ça c'est change tout. Ouais. tu changes tout et puis c'est même pas ça. Et nous on le dit, on vous le dit souvent en podcast, mais il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un peu comme pourquoi il y a pas Cyril Gane à l'UFC Paris. Vous savez que Ouais. vous vendez toutes vos places s'il y a pas Cyril Gane. Donc si tu mets Cyril Gane, c'est uniquement, tu vas pas faire plus d'oseille, enfin tu vas en faire un peu plus, mais c'est uniquement pour faire plaisir aux fans. L'UFC est un business, maintenant ils sont cotés en bourse, avec des gens qui de base ne suivent pas forcément les sports de combat, c'est pas l'époque des frères Fertitta où c'était vraiment des fans les gars, donc forcément ils regardent combien tu gagnes, combien tu dépenses. Donc un événement Madison Square Garden par exemple où t'as John Jones et Stipe Miocic, si tu mets Connor c'est génial pour nous, mais déjà avec John Jones et Stipe tu vas faire de l'oseille de fou, donc ça sert à rien. Ouais. La En sphère, tant qu'optimisation des ressources, ça n'a aucun sens. Ouais. la sphère, on aurait adoré, et vraiment c'était le main event que la sphère méritait. Mais regardez, avec Merab contre Sean O'Malley, ils vont réussir à faire ça. Et d'ailleurs, oui, j'ai vu aussi un truc par rapport à ça, par rapport au prix des places à la sphère, ce qui est très intéressant, Rust, parce que je pense qu'on n'allait pas faire de podcast dessus, et par rapport au prix des places même de l'UFC en général, c'est intéressant ce qui s'est passé, c'est en gros, pourquoi est-ce que l'UFC fonctionne de cette manière-là, et que UFC WWE maintenant commence par vendre les places hyper chères, et petit à petit, quand il n'y a pas des événements type retour de Conor ou John Jones, c'est sold out, et en gros, ils baissent les prix petit à petit. C'est qu'en gros, l'UFC, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va niquer les mecs qui font, tu sais, avec les robots, où en gros, t'as un événement qui est attendu, ils achètent toutes les places qui se vendent à des prix normaux, ensuite les revendent 3 fois le prix. Bah du coup, ce que fait l'UFC maintenant, c'est ça. Ils commencent par vendre les trucs officiellement à l'UFC 3 fois le prix, comme ça, ceux qui vendent des places pour les revendre n'ont aucun intérêt à faire ça. Et plus tu te rapproches de la date, plus il reste des places, puisque c'est pas un événement qui est hyper attendu. Bah, comme il reste des places, bah, les gars se disent, c'est un peu un pari risqué, tu vois, de racheter et de revendre. Donc du coup, c'est pour ça que l'UFC fonctionne de cette manière. Donc t'as plus l'effet d'annonce, c'est ce qu'ils expliquaient dans un article, je sais plus où est-ce que j'ai lu malheureusement, dans un article, non, bref, dans un article d'un média américain. En gros, t'as plus l'effet d'annonce de dire on a sold out en 5 minutes, parce que les places sont plus chères, mais par contre, le jour de l'event, tout est vendu, donc tu peux quand même dire on a fait sold out, et surtout, c'est un sold out, mais un sold out où tu fais beaucoup plus d'oseille qu'un sold out où tu vends les places à un prix raisonnable. Voilà. Donc ça veut dire que dans l'idée, c'est de toute façon, ils auraient probablement vendu les places à la base initialement au prix où elles sont maintenant. C'est simplement que donc là, ils ont grappillé des dollars en plus en les vendant beaucoup plus cher au début et en finissant par revenir au bout de quelques semaines au prix auquel elles auraient été normalement. Exactement, c'est ça, parce que tu sais que le mec qui est hyper blindé, qui a 10 000 balles par place, bah il va payer 10 000 balles, et le mec qui a un petit peu moins d'argent, bah soit il achète pas, soit il achètera à la fin. Et donc à la fin, t'as effectivement ce sold out, mais t'as fait beaucoup plus de sous que si toutes tes places étaient à 100 balles. Voilà. C'est un truc qu'ils auraient implémenté donc là que pour la sphère ou c'est un Non, truc non, qu'ils avaient non, commencé non, à faire avant? apparemment, ils ont, en gros, l'article expliquait que, enfin, en gros, depuis qu'il y a eu la fusion UFC-WWE, ils ont vraiment une nouvelle politique en termes de billetterie qui est bien plus agressive, et en gros, ils ont mis tout en place pour que, justement, les billets, en fonction de la demande, les prix fluctuent et t'as quasiment jamais les mêmes prix d'une semaine à l'autre au niveau de l'UFC. Et donc, ils ont fait ça pour aussi, pour contourner les gens qui faisaient de la revente, et puis pour eux aussi de leur côté se faire plus d'argent. Voilà. Donc ça veut dire que le coût est-ce que c'est un peu problématique pour l'UFC et premier flop? C'est-à-dire que donc tout ça en fait c'était une mauvaise lecture du truc en fait. Bah C'est-à-dire que alors, c'était t'as pas. t'as quand même ce côté premier flop parce que, en gros, ce qui est cette politique, tu ne peux la faire que quand, par exemple, Connor, quand ils annoncent les places, l'UFC en 5 minutes, tout est vendu. Donc là, tu sais que c'est un succès, que c'est un vrai succès. Que lui, là, j'avais regardé, c'était il y a 2 jours, il restait toujours plus de 500 places pour l'événement à la Sphère, alors qu'il y a que 15 000 places, contre 20 000 places à la T-Mobile Arena. Donc c'est quand même, tu vois, c'est pas un succès populaire où tout le monde se précipite pour acheter les places, tu vois. Là, on est vraiment dans un truc où les gens ils regardent, ils sont en mode ah, les prix continuent de baisser, est-ce que je vais prendre mon truc? L'UFC va tout cartonner, ça va être la plus grosse billetterie de l'histoire de l'UFC, mais parce qu'ils ont une vraie stratégie hyper agressive avec les prix. Avec Conor McGregor ou avec John Jones, t'as même pas besoin de stratégie parce que peu importe le prix que tu mets, tu sais que tout part d'un coup, tu vois. Ou un peu comme ce qui s'était passé, tu sais, avec c'était Mayweather McGregor, où en gros il n'avait vendu que 13 000 places, et pourtant c'est la plus grosse billetterie de l'histoire des sports de combat. Il restait, je crois, 5 000 places c'était au MGM Grand ou à la T-Mobile Arena, mais en gros les prix étaient tellement élevés
que grâce à ça, t'as tout vendu, tu vois. Mais c'était pas un succès populaire par rapport aux autres événements de Conor McGregor, parce que, en gros, c'est soit tu pouvais payer le billet 5000 balles, soit t'étais en mode, bon, bah, ça va être compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça, pour moi, oui, ils ont fait le bon choix financièrement, mais c'est pas le... Enfin, on voit bien, nous, que ce soit dans les chiffres des podcasts, ou même les gens qui nous parlent, personne nous parle de... Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili. Mais l'UFC va se faire beaucoup d'argent. Ouais. Donc c'est pas un succès populaire, mais ils vont se faire le plus de bif que jamais. Exactement. Okay, je capte, ouais. C'est un peu triste, je trouve, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça, on hésite à chaque fois à se faire un podcast sur est-ce que l'UFC est en train de devenir que pour les riches en termes de ceux qui peuvent se le payer et aller regarder les événements, les pay-per-view, etc. Ça rejoindrait un peu un podcast qu'on pourrait faire là-dessus, mais ouais. Et donc oui, donc là je regardais pour Conor McGregor Mayweather, 13 000 billets vendus, 55 millions de billetterie. Oh, donc alors attendez, je vais vous faire le calcul pour le prix moyen. Ça nous fait, les gars, voilà, ça fait que le prix moyen d'une place était de 4230 $. Voilà. Donc forcément, forcément c'est difficile. c'est difficile pour monsieur et madame tout le monde d'aller voir ce combat. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était c'est ça, un petit podcast entre guillemets. En fait, il n'y a pas grand-chose à apporter parce que c'est un peu le podcast régulier de la situation Conor, mais il faut en parler parce que c'est... Non, et puis on a apporté des petites infos sur le business, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. Puis voilà, et puis Money Talks. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, les gars. Boissons énergisantes, thé glacé et boissons d'hydratation. Plein de saveurs pour vos chers papis. Et puis ce soir, tous avec Diego Lopez, Rusty prépare un hommage aux combattants brésiliens. On se donne on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour les courageux. Dimanche matin, vous verrez l'hommage. Vous verrez un hommage qui est... J'hésitais à raser cet hommage cet après-midi, moi. Ah merde. Alors montrons l'hommage dès maintenant. J'ai tenté, j'ai voulu l'essayer, donc écoutez... Regardez-moi ça. Pouah. Oh, le regard que tu lances à la fin, ça va devenir un mimi. Allez, on se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!